Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Le 16 mai dernier, les festivaliers de la Rigolade de la Verlochère ont trouvé une belle alternative à leur fin de semaine et ont profité de l'ouverture de la pêche pour fêter cet événement qui n'a pas pu avoir lieu vu les circonstances. Salut, moi c'est William Harpin, un petit gars du Mairie qui est venu à la pêche à la tulipe aujourd'hui à l'ouverture. Pour une première fois en je sais pas comment d'années. Avec la COVID, on n'a pas eu de course. Fait qu'on s'est dit, tout le monde on s'en va en bateau. Pour une fois, pour la première fois de ma vie, j'arrive à l'ouverture de la pêche un samedi matin au lieu d'être à la Rigolade du printemps de la Verlochère. Ça fait un peu spécial, mais j'ai vu que j'étais pas tout seul. Aujourd'hui, on a eu bien du fun sur le lac. On a croisé notre animateur national des stock-cars, Sébastien Fortier. Puis là, on avait une bonne idée avec ma gang d'amis. On s'est dit, on va faire les tours de l'île. Puis Sébastien anime la course. Comme ça serait un stock-car, puis ça va être nos stock-cars 2020. Fait que là, il l'a fait, il l'a parti, il a partagé ça sur Facebook. Hi, salut tout le monde! On est à l'ouverture de la pêche, effectivement, à la Rigolade qui se tenait cette année, mais on a trouvé une bande de joyeux lurons sur le lac aujourd'hui qui veulent faire des courses. Fait que ce sont 4 bateaux puis qui vont nous faire triper un peu, nous faire vibrer. Fait que on vous laisse regarder ça dans pas grand temps. Les voitures sont en train de se placer, mais c'est plus les bateaux sont en train de se placer. Fait qu'on vous revient avec un départ excitant pour cette édition de la Rigolade COVID 2020. Et le départ dans 3, 2, 1, partez! Et c'est un départ! Here they are! Juste après justement les démos, le lundi était férié. On venait tout le temps ici à l'ouverture, à la fin de pêche, puis on faisait des belles pêches. Fait qu'on s'est dit, on s'est venu, on passait du bon temps, il annonçait beau, puis tant qu'à rester à la maison, puis pour aller à la pêche, le choix est assez facile. On a pogné quelques heures, on est capable de se faire un souper, de pogner un bon lunch. Mais ce qu'on a vu dans la rivière, l'eau est encore assez froide. On n'a pas pogné de femelles dorées pendant tout. Les femelles sont encore dans la frayère. On a juste pogné des mâles, des mâles gardables, puis on n'a pas eu de problème avec ça. J'avais jamais vu autant de monde ici. Le parking de pick-up était bien plein. D'un bout à l'autre, il y avait du monde parqué dans la rue jusqu'au dépanneur, au bout dans les bacs de bateau à la tulipe. J'aurais pas pensé ça, mais en même temps, la première fois qu'il fait beau, fin de semaine, l'ouverture de la pêche, ben, tout le monde est là, tout le monde a du temps pour y aller, fait qu'ils y vont. Les bateaux, on a tout le temps comme été à 2 mètres, à part ceux qui étaient dedans. Les autres à l'extérieur étaient tout le temps plus loin. On n'a pas vu vraiment de différence. On était là, on disait salut, on se parlait à distance, puis c'était comme correct, ça n'avait rien changé, mais ça a fait du bien de voir du monde différent, puis j'osais avec eux autres. À Réto des Molles, je suis quand même. J'ai coursé quelques années, puis j'ai tout le temps aidé mes chums dans le char, puis tout ça. Fait que j'ai tout le temps été dans le pit aux courses, les mains dans l'huile, puis là, on avait les mains dans l'eau, puis dans le poisson. Les 21 et 28 mai dernier, les épiceries et dépanneurs témiscamiens ont organisé une collecte de contenants consignés pour la population. Denis Nollet, propriétaire du Provigo Ville-Marie, et Fanny Poulain, coordonnatrice du regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue, nous parlent de cette initiative. Depuis que le coronavirus est parmi nous, nous, les détaillants d'alimentation ou dépanneurs, on ne prend plus les consignes dans nos magasins. Donc, ça fait déjà plusieurs semaines. Donc, le gouvernement nous a demandé de ramasser les consignes parce que les fournisseurs ont besoin de bouteilles vides et l'aluminium aussi. Donc, par contre, on ne peut pas les ramasser dans nos magasins encore. Donc, on a une initiative ici en région, les 9 commerçants, dépanneurs, épiceries, qu'on s'est unis ensemble. Puis, on s'est trouvé un local indépendant. Puis, c'est ce local-là qui sert maintenant au retour de consignes. Cette initiative-là, elle est populaire parce qu'on a eu, comme vous pouvez voir, on ramasse beaucoup de consignes. Et ce que vous voyez en arrière de moi, c'est une demi-journée parce qu'on est présentement à midi. Donc, on a jusqu'à 9 h à soir à faire. La semaine passée, on a ramassé au-dessus de 200 sacs de canettes, plus 4 palettes de bière en une journée. Les gens sont très généreux parce qu'on s'est associé à un organisme qui est dans notre région, c'est le RES, le regroupement d'aide d'entraide sociale. Puis tous les fonds qu'on ramasse aujourd'hui, c'est remis à eux. Donc les profits sont à eux. Puis si les gens ils veulent qu'on leur donne la valeur de la consigne, on les paye aussi, sans problème. Pour nous, c'est sûr que c'est une belle occasion parce que c'est des sous directement ramassés. Probablement des sous qu'on n'aura pas cet été, étant donné qu'il y a des festivités qui n'auront pas lieu. C'est des festivités qui redonnent généreusement dans le milieu. Puis là, on les aura pas cette année. Fait que l'idée était bienvenue. Par contre, on s'est dit que là, il y avait un défi de taille. Si on fait ça tous les jeudis, ça prend des bénévoles à toutes les semaines.
puis combien de gens. Avec là, dans le fond, là, pour le projet pilote en tant que tel, là, pour essayer de roder la machine, comme on peut dire, là, il a fait appel à nous. On était vraiment très contents de ça. Là, puis les bénévoles ont généreusement répondu à l'appel comme d'habitude. C'est vraiment pas une obligation de faire un don. C'est vraiment, vous voulez récupérer votre consigne, on vous donne les sous, il n'y a pas de problème, vous venez nous voir, là, puis on vous pose la question. Dans le fond, vous restez dans votre véhicule. On va vous voir. Il y a une équipe qui débarque les choses, on les compte. S'il y a lieu de les compter, si vous les avez comptés d'avance, c'est sûr que ça va un petit peu plus vite. Mais c'est ça, on vous remet l'argent. Vous pouvez aussi donner une partie en don de votre argent. C'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez, c'est votre consigne, vous l'avez payée, vous pouvez la récupérer sans problème. Mais il faut comprendre que derrière tout ça, on a une volonté, nous, les 9 détaillants, en région, mais c'est vrai pour tout le reste du Québec, de ne plus avoir ces contenants-là dans nos magasins. C'est des contenants qui sont souillés, qui ont des insectes, toutes sortes de produits qu'on ne veut pas avoir dans nos magasins. Nous, on vend des produits propres à la consommation. Donc, ce qu'on veut, c'est de ne pas avoir ça ici dans nos magasins. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est de garder cet endroit-là à long terme. Donc, tous les semaines ou aux 2 semaines, la fréquence n'est pas déterminée, avoir un point de dépôt au Témiscamingue pour les retours de consignes. En faisant ça aussi, ça encourage les organismes de notre secteur. Donc, on peut changer d'organisme à tous les semaines ou à toutes les fois qu'on le fait. Puis, ils vont pouvoir ramasser de l'argent pour le programme de financement. Surtout présentement, c'est difficile parce qu'ils n'ont aucun moyen de financer les activités. Ça fait plusieurs années que nous, les détaillants, on n'en veut pas de consignes dans nos magasins. Puis là, étant donné qu'on n'en prend pas pendant une période indéterminée, bien, on a une belle fenêtre, nous, pour démontrer à la population que c'est possible d'avoir un point de dépôt qui regroupe un certain nombre de commerçants dans certaines régions du Québec. Puis, c'est l'avantage de le faire là, parce que les gens ne peuvent pas les ramener dans nos magasins. Donc, ça nous donne une belle fenêtre, une belle opportunité de démontrer que c'est viable et c'est faisable de faire comme ça. Je le fais parce que je veux aider les gens, parce que je veux vraiment faire une différence concrètement. Puis, vraiment, c'est une belle équipe que je découvre. Ça fait 2 semaines que je suis là. Puis, on va continuer de le faire là, tant aussi longtemps qu'on va pouvoir. S'il y a d'autres organismes qui veulent le faire, c'est pas juste nous. Là, ça ne s'adresse pas juste à nous. Les autres organismes peuvent contacter Denis pour pouvoir prendre rendez-vous pour pouvoir le faire un jeudi éventuellement. C'est la 2e semaine aujourd'hui. La 3e n'est pas encore déterminée la date. On regarde avec d'autres organismes ou encore le reste, ils peuvent le faire encore pour les 3e semaines. C'est déterminé comme c'est là. L'avenir, c'est ce qui est le plus incertain. On dépend du gouvernement. C'est eux qui ont le dernier mot. S'ils nous obligent, nous, les détaillants, de les reprendre, on n'aura pas le choix de les reprendre. Mais nous, on va lui suggérer, nous, pour le Témiscamingue, un projet qui est viable. Et c'est à eux à décider si c'est possible de le faire légalement. Donc, s'ils nous donnent la permission, c'est sûr que nous, les 9 commerçants du Témiscamingue, on va prioriser ce local-là ici pour le retour de consignes. Bien, je pense que ce serait vraiment une belle chose que ça reste comme ça. Parce que justement, c'est pas juste nous qui pouvons en profiter, c'est les autres organismes. Puis comme je disais tantôt, on va avoir un manque de retombées économiques au niveau du tourisme, au niveau des festivités. Fait que c'est vraiment apprécié les dons de la population, vraiment. La ville de Ville-Marie est officiellement propriétaire de la grotte. Michel Roy, maire, et Manon Gauthier, directrice des loisirs et des sports, nous informent de cette nouvelle acquisition ainsi que de leurs futurs projets avec cet emblème témiscamien. L'acquisition de la grotte est venue lorsqu'on s'est aperçu que la fabrique fermait le site vu que c'est dangereux. Donc, puis on a vu aussi que sur les médias sociaux, les gens réagissaient beaucoup, ils tenaient ce site-là. Donc, on a fait des approches avec la fabrique pour voir si on pouvait acquérir le site parce qu'on tenait à garder ce site-là pour les citoyens de Ville-Marie. Suite aux discussions qu'on a eues avec la fabrique, on a procédé à l'achat officiel là, du site de la grotte. Puis là, on est en train de mettre sur pied un comité qui va réfléchir un peu à quoi elle sert, la grotte, c'est quoi son état de santé actuel, c'est quoi les possibilités aussi qu'on a d'offrir ce site-là à la population, multi-usage aussi, on veut que ça soit offert à toute la population au grand complet. Donc, on a formé un comité, on s'est réunis une première fois, on va aller marcher les sentiers là, prochainement, puis ensuite, on va avoir tout notre processus un peu Dans la planification, c'est un petit peu faire un état de situation, puis après ça, on va rentrer plus dans les idées de conception. Là, la priorité, c'est vraiment de faire, comme Manon disait, l'état des lieux, voir si les marches sont assez sécuritaires, voir si la structure de la grotte, si on peut la conserver, si on peut l'améliorer, la rendre sécuritaire. Donc, c'est pas mal là qu'on en est rendu parce qu'on vient juste de tomber propriétaire du terrain puis du
du site. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages à faire encore. La priorité, ça va être d'ouvrir pour que les gens puissent aller marcher simplement là, sans trop d'aménagement pour cet été. Puis ensuite, bien, c'est vraiment suite aux réflexions du comité qu'il y aura des recommandations qui seront faites au conseil. Puis après ça, on verra qu'est-ce qu'on va faire suite à ça. Mais il n'y a pas de projet concret pour l'instant. Il y a aussi la paroi d'escalade qu'il ne faut pas oublier, qui se rend jusqu'en haut. La grotte, c'est pas juste... On parle beaucoup de la grotte, mais il faut parler aussi de tous les terrains qui entourent la grotte. C'est un beau grand terrain de jeu, donc on veut regarder s'il y a moyen de développer ce terrain-là. Puis dans le fond, on peut peut-être assurer là, aux gens, aux adeptes d'escalade qui auront accès évidemment au site d'escalade là, qui est déjà installé. Là, c'est sûr qu'ils ont l'autorisation d'y aller. Le processus est très, très bien déroulé avec la fabrique. Il y a une bonne collaboration. Ça a très bien été. On veut regarder aussi il y a le côté patrimonial, historique, religieux. Est-ce qu'on peut maintenir ça? Comment on peut développer ça aussi? Est-ce que ça peut s'intégrer un peu à tout ça, là? Donc, il y a beaucoup de pinces à la planche à faire pour Manon, les comités, puis les citoyens pour voir qu'est-ce qu'on peut faire comme développement sur ce site-là. Dans le fond, le comité qui a été mis en place, c'est vraiment des gens qui ont un œil extérieur et non pas un œil, qui ne sont pas attachés émotionnellement au projet. On a eu énormément de demandes pour faire partie du comité. Il y a beaucoup d'intérêt alentour de la grotte, mais on ne peut pas prendre tout le monde, justement. Mais on veut rassurer tous les groupes, dans le fond, vont être rencontrés pour savoir parlez-nous de qu'est-ce qu'elle représente pour vous, puis nous, ça va nous aider après ça pour faire un peu comme Michel le disait, un peu au niveau du patrimoine culturel, puis tout ça, qu'est-ce qu'on est capable de mettre en valeur par rapport à son historique, puis tout ça. Donc, on n'a pas pu prendre tout le monde, malheureusement, dans le comité, mais on veut rassurer tout le monde que leur opinion va être écoutée, entendue, puis pris en compte dans nos réflexions. Il y a toute la question financement qui est très importante là-dessus. Puis ça va être quoi, ce site-là? Ça va être patrimonial, historique? C'est pas clair encore. Donc, jusqu'où on peut s'impliquer, jusqu'où on peut aller chercher des subventions. Parce que oui, c'est un beau projet, mais on en a beaucoup d'autres à Ville-Marie, projet de parc. Manon travaille beaucoup sur les projets de parc, projet piscine, etc. Donc, moi, je pense que ça peut faire un site magnifique, mais jusqu'à quel point, il y a toujours la question financement qui est rattachée à ça. N'importe qui, monsieur, madame, tout le monde aurait pu l'acheter puis mettre une tour à condo en haut, puis c'est super beau, c'est magnifique. Dans le fond, nous, ce qu'on voulait, c'était de garder un peu de nature en ville, une place pour être actif puis aller se recueillir pour les citoyens de Ville-Marie. Je pense que c'était ça la priorité numéro 1, Michel. Oui, puis on a été à l'écoute des citoyens qui y tenaient absolument. On a été, comme je disais tantôt, très étonnés de voir la réaction des gens qui tenaient à ce site-là. Donc, on n'avait vraiment pas le choix de garder ce lieu-là. Puis, pour ceux qui ont été en haut, la vue sur Ville-Marie, les photos qui sont prises là c'est vraiment merveilleux. Donc, on n'avait pas le choix de le garder pour les citoyens de Ville-Marie. Plusieurs de nos sites et attraits touristiques seront fermés au public cet été en raison des répercussions de la COVID-19. Nous avons discuté avec certains d'entre eux. C'est pas une décision là, qu'on prend comme ça. On y a bien réfléchi. Donc, le conseil d'administration de la Société d'histoire de Guigues et moi-même, on a échangé avec un conseiller municipal aussi et puis avec l'agent de développement de la municipalité. On a donc regardé ça, la situation, et nous, ce qui nous a fait pencher vers la fermeture, c'est on se doit d'être prudent, puis on se doit d'être patient. À cause de la proximité dans la maison, c'est petit la maison ici, le domaine Breen, c'est un domaine, mais c'est petit. Les gens arrivent là, dans la porte, là, puis ça aurait été impossible de pouvoir garder notre 2 mètres, là, comme on a, là, nous, là, notre 2 mètres de distanciation physique, ça aurait été impossible à gérer. Ça n'a pas été de gaieté de cœur qu'on a décidé de fermer les sites, les 2 sites touristiques cet été dû à la situation du COVID-19. On a pris notre temps de vraiment peser les pour et les contre. Je pense qu'on était dans les... Bien, il y en a encore qui sont en décision, je crois, là, pour fermeture ou ouverture cet été, mais on était dans les derniers à se pencher sur notre décision finale. C'est sûr que la saison touristique, c'est notre gagne-pain.
Oui, nous, on est chanceux parce qu'on a le ministère de la Culture qui nous subventionne année après année, sauf que notre deuxième revenu, c'est la saison touristique, fait que c'est les visiteurs. Et là, on se disait, bon, ben, étant donné la situation du COVID, est-ce qu'on va avoir des visiteurs? Est-ce qu'on va faire toutes ces démarches-là, dans le fond, de se conformer aux règles sanitaires du gouvernement, mettre toutes les règles en place, les désinfectants, bon, les masques, on n'était pas nécessairement obligés, mais respecter la distanciation sociale. On devait aussi s'assurer que ça soit, mettons, une visite à la fois, une famille à la fois. Fait qu'on a vraiment pesé les pour et les contre de tout ça, puis on s'est dit, de un, on ne pouvait pas respecter. La distanciation sociale, surtout, je vous dirais, sur le bateau, sur le remorqueur de bois Théâtre Draper, pour certains qui sont venus le visiter, les ponts sont assez restreints. Donc, on a arrêté à la queue leu-leu. Il aurait fallu respecter le 2 mètres. OK, si ça arrêtait une famille, ça aurait pu fonctionner de cette façon. Ça aurait fonctionné. Sauf qu'il aurait fallu désinfecter derrière les visiteurs. On s'est dit, ça n'a comme pas de bon sens, après chaque visite, d'aller désinfecter les ponts et faire la tournée. On est un musée dans lequel les gens peuvent toucher les choses. Ils se promènent d'une pièce à l'autre. Il y a un album photo qu'on peut regarder. On peut toucher à plein de choses. La pompe à eau que les jeunes aiment à activer, tout ça. Ou même utiliser la toilette, prendre la rampe pour monter l'escalier. Est-ce qu'il aurait fallu tout désinfecter ça après chaque visite, chaque groupe de visite? Puis, c'est pas possible d'avoir des groupes différents, c'est-à-dire s'il y a 2 personnes qui arrivent, puis il y a 2 autres personnes qui arrivent d'une autre famille, ça, c'est pas possible. Il faut qu'un guide prenne, mettons ces 2-là, l'autre guide prenne les 2 autres personnes. C'est extrêmement difficile à gérer. Et puis, c'est ça. Nous, c'est la prudence et puis aussi la sécurité des employés, des guides, moi-même et des visiteurs. Cet été, on n'embauchera pas d'étudiants. On n'embauchera pas, on a refusé nos subventions salariales étant donné toute la situation, justement. Mais moi, je vais pouvoir, au courant de l'été, rentrer en poste et faire les travaux qui sont nécessaires. Tu sais, on dit qu'on ferme la saison touristique, mais on n'arrête pas cela, là. On a vraiment des projets cet été, étant donné qu'on n'a pas de visiteurs qui vont être sur les lieux. On a des projets de rénovation. On a justement un coin repos qu'on veut créer et on voulait le faire au printemps. Ça, c'est un coin repos qu'on va créer dans le hangar du Théâtre Draper. Et là, je vais en profiter pour pouvoir faire ces travaux-là. On a un compte pour enfants qui est en train de se réaliser. Notre site web est en réflexion. Toute notre publicité rattachée à notre musée est en réflexion, que je pourrais dire, parce que ça date de 2010, si je ne me trompe pas. Donc, c'est comme le temps de cette pause-là, de prendre le temps de faire nos projets qui étaient mis sur la glace ou qui étaient en attente. Fait que, on n'arrête pas là. On va travailler tout l'été. Mais on va en profiter pour faire des choses, par exemple. Comme moi, mon contrat il a été renouvelé, j'en suis bien contente. Le lien d'emploi est gardé ici. Donc, moi, je vais travailler sur l'agrément qui est en fait une espèce de reconnaissance du ministère de la Culture et des Communications qui exige beaucoup de politique, de mettre les choses... donc, on en profite pour faire du ménage, pour régler nos affaires, que nos choses soient très, très claires, précises. Et il va y avoir des travaux à l'extérieur ici. Il va y avoir 2 murs qui vont être refaits avec de l'isolation, des nouvelles planches, peinturées, tout ça. Donc, on a 2 murs donc, tu sais, il y a toujours quelque chose à faire dans une maison, ben c'est ce qu'on va faire. Il va y avoir aussi des plates-bandes à l'extérieur qu'on voudrait bien améliorer, aménager. Donc, on va faire des choses qu'on n'a jamais le temps de faire quand on est ouvert au public. Ce temps de pause-là nous permet de se remettre en question. Justement, on le sait avec la situation du COVID, ça va changer en 2021, c'est sûr et certain, parce qu'on va faire attention à certaines choses pour justement les directives sanitaires. Je suis assurée que ça va quand même se poursuivre en 2021. On va faire différemment. On va peut-être aller vers du numérique, aller vers des choses justement qui sont plus au goût du jour. Fait que c'est sûr que cette pause-là, il y a beaucoup de négatifs, comme certains pourraient le dire, mais ça l'amène aussi un lot de positivisme parce que ça nous permet justement de voir où ce qu'on en est et de remettre à neuf certaines choses qu'on doit faire. Oui, et ça, c'est loin, hein? C'est dans 1 an. Donc,
Qu'est-ce qui va s'être passé entre-temps? Mon Dieu, comme on dit, Dieu seul le sait, parce que on peut avoir une deuxième vague, une troisième vague, on l'espère pas, là, mais quel sera l'état là, qu'est-ce que la santé publique va pouvoir nous accorder au printemps prochain? C'est un vrai mystère, ça, là. On espère que tout va être... en fait, mon Dieu, s'ils pouvaient trouver un vaccin d'ici ce temps-là, on serait heureux, là. Tout le monde serait heureux parce qu'on est tous inquiets, en fait, hein? On est tous un peu inquiets. Donc, c'est ça. Je peux pas vous dire l'avenir, vraiment pas, mais on souhaite que ça aille bien. C'est sûr que ça va faire mal à l'économie. Cette année, là, tout le monde est dans la même situation. On se dit, il y a pas des sites qui ferment, mais il y a certains organismes ou commerces qu'ils ne survivront peut-être pas à cette crise-là. On fait attention justement à nos dépenses, on fait attention à ce qu'on fait parce que non, on ne veut pas fermer. On est là pour les visiteurs, on est là grâce aux visiteurs. Fait que non, on veut montrer qu'on va être là encore en 2021 puis on va faire notre possible pour être là. Puis c'est sûr et certain que pour nous, ça nous touche aussi monétairement. Et c'était une des réflexions pourquoi, dans le fond, on n'a pas voulu ouvrir parce que pour nous, ça aurait peut-être été pire si on aurait ouvert, avec toutes les directives à mettre en place, mettre beaucoup de dépenses en place pour peu de visiteurs et peu de revenus. C'est ce qui a pesé beaucoup dans la balance, mais je vous dirais que c'est la santé et la sécurité de tous les visiteurs, de tous les employés qui priment d'abord parce qu'on se disait, exemple, qu'on aurait ouvert cet été, puis qu'il y aurait arrivé qu'il y aurait un cas parmi nos employés, un cas de COVID, on aurait été obligé de fermer de toute façon. OK, c'est des si, s'il y aurait ça, s'il y aurait arrivé telle chose, mais il faut quand même le prévoir. Fait que, ça a été, c'est pas l'argent qui a primé d'abord dans notre décision, c'est vraiment la sécurité, la santé de tout le monde. Parce qu'il faut que ce soit agréable, une visite. T'sais. On peut pas faire une visite avec un masque. Ça marche pas, là. Jusqu'au 29 juin, sur les ondes de TV Témis, il y aura une diffusion de la présentation théâtrale Partir les lettres de Pitt Bellumeur. Odette Caron, comédienne témiscamienne, nous parle de l'évolution de ce projet ainsi que de l'histoire derrière cette œuvre théâtrale. Ça fait longtemps, c'est en 1994. Je jouais au théâtre avec le théâtre de la Crique et nous jouions l'illustre théâtre. Et Fernand Bellumeur, qui est l'auteur du livre Partir les lettres de Pitt Bellumeur, Fernand Bellumeur était venu au théâtre. Puis après le théâtre, on s'était mis à jaser, tout ça, parce qu'on se connaissait. Et il m'avait dit la découverte qu'il avait faite chez sa tante à Montréal, une boîte à chaussures dans laquelle il y avait environ 150 lettres. Et ça, c'était des lettres qui étaient toute la correspondance de Pitt Bellumeur, le grand-père de Fernand Bellumeur, avec ses enfants. Et je vous lis un petit bout derrière là, la jaquette du livre. Ça dit « Un paquet de lettres trouvées dans un grenier à Montréal et c'est le début de mon aventure. Ces lettres sont le témoin d'un événement dramatique. La fuite d'un homme du Témiscamingue qui laisse derrière lui sa femme et ses 13 enfants, dont plusieurs sont en bas âge. Après 2 années de recherche, une de ses filles le retrace en Alberta et lui écrit. Commence alors un échange suivi entre le père et ses enfants jusqu'à son retour. Fernand voulait faire connaître l'histoire de son grand-père. Parce que le père de Fernand, c'était Laurent. Et Laurent Bellumeur, lui, il avait le magasin général à La Tulipe. Et malheureusement, le père de Fernand, il est décédé, il s'est noyé très jeune à la Béguélis. Et Fernand, donc, a peu connu son père, puis il n'a pas connu son grand-père. Donc, ça a été comme... ça a été fort pour lui, là, la découverte de ces lettres-là. Et il voulait faire découvrir aussi l'histoire de son grand-père au public. On se rend compte avec ces lettres-là que nos ancêtres, ils écrivaient très bien. Ils avaient peu d'instructions, mais ils écrivaient très bien, autant calligraphiquement que les émotions qui passent à travers les lettres. Et ce qui est intéressant, puis que Fernand Bellumeur veut nous faire découvrir, c'est l'histoire de son grand-père. Pourquoi il est parti, l'histoire dramatique d'un homme qui quitte sa famille, le Témiscamingue, puis qui s'en va
s'exiler en Alberta, on se pose la question pourquoi. Alors tout du long du roman, c'est écrit presque comme un suspense. On se demande pourquoi il est parti, puis vient une lettre où il écrit à sa fille la plus vieille pourquoi il est parti. Et c'est très touchant. Si on veut faire une ligne du temps, c'est que Fernand Bellumeur a découvert les lettres dans le grenier de chez sa tante à Montréal en 1994. En 1996, il a sorti son livre. Et nous, le théâtre du Tandem, avec Martin Héroux et moi-même, on a bâti le spectacle en l'an 2000. On l'a diffusé en 2001 lors du Salon du Livre de Ville-Marie. On a fait une petite tournée avec ça dans la région. Et c'est en 2018 que la Commission culturelle du Témiscamingue m'a demandé si j'avais pas un projet que je pourrais faire pour aller rencontrer les personnes dans des résidences de personnes âgées. Alors j'ai dit oui, je pourrais ressortir, moi, la lecture des lettres de Pete Bellumeur. Mais là, je l'ai faite tout simplement parce qu'en 2001, quand on a fait le spectacle, on avait des jeux d'ombre. C'était lecture et jeux d'ombre. Alors, dans le spectacle, on a peut-être retenu les 30 meilleures lettres, les 25-30 meilleures lettres, je ne pourrais pas vous dire le nombre exact, mais on a gardé les meilleures lettres pour faire avancer l'histoire. Quand je dis les meilleures lettres, c'est pour faire raconter l'histoire. Et Marie-Louise Nadeau a écrit donc la narration elle aussi. Là. Donc, c'est comme synthétiser le livre pour en faire un spectacle d'environ 1 heure. Vous allez entendre le personnage de Pete Bellumeur qui a été interprété par un comédien qui s'est enregistré sur un CD. Et moi, je lis les lettres des garçons ou des filles en racontant aussi l'histoire. Le 15 mai dernier, la ville de Ville-Marie informait les citoyens de l'arrivée de B-City, une plateforme web d'urgence qui avise les habitants de toute forme d'éventualité. Michel Roy, maire de Ville-Marie, et Karine Demers, directrice générale adjointe, nous parlent de cette nouvelle application. B-City, dans le fond, c'est une plateforme alerte aux citoyens. Ça fait partie d'un projet. Toutes les municipalités devaient se conformer pour le 9 novembre sur avoir un plan de mesures d'urgence. Donc, on travaille un projet, toutes les municipalités ensemble. Le plan de mesures d'urgence, il y avait un volet qui c'était la communication aux citoyens en cas de mesures d'urgence, un peu comme présentement la pandémie. Ça tombe à point avec le COVID, que ça soit prêt, parce que, veut pas, le COVID change notre manière de communiquer. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de municipalités, puis nous aussi, on n'était pas tout à fait prêts à faire des réunions chacun chez nous, tout ça. Donc, la plateforme arrive à temps, mais il y a beaucoup de choses qui vont être appelées à changer là, au niveau des communications avec nos citoyens là, dans l'avenir. Là. Donc, on va travailler là-dessus. Puis rendre les gens aussi un petit peu plus autonomes à travailler de chez eux, à faire leur paiement de taxes, on est tous en train de retravailler l'administratif là, pour voir comment que les gens peuvent faire leurs choses à partir de chez eux. Moins se déplacer vers le bureau municipal si possible. Nous, on va s'en servir pas juste en cas d'alerte de mesures d'urgence, mais aussi on va s'en servir pour si on a des coupures d'eau, des travaux dans certains chemins, des avis d'ébullition. Ça va être une façon de rejoindre nos citoyens, là. On se sert déjà de la radio. On a notre Facebook qui est quand même assez actif. On est très, très bien couvert au niveau des médias locaux, mais on peut réagir à un clin d'œil qui arrive un événement, une fuite d'eau, comme Karine disait, tout ça. C'est instantané. Ils peuvent envoyer le message, puis on rejoint nos citoyens immédiatement. C'est très rapide puis c'est gratuit pour les citoyens, donc ça vaut vraiment la peine d'aller vers ça. Puis ça rentre aussi dans le contexte que la ville, on travaille présentement pour être à l'ère du jour où que tout le monde, ils ont les cellulaires, l'information, sont habitués qu'elle rentre assez instantanée. Fait que ça va aider aussi à ça. La façon de faire pour s'inscrire sur les téléphones intelligents, tu vas chercher l'application de B-City. Vous trouvez la ville, puis on suit les instructions. Là. Mais on a là, 2 ans qu'on a lancé aussi, on a refait le site web de la ville de Ville-Marie.
Fait qu'il y a beaucoup d'informations, puis l'application, toutes les informations pour l'installer seront dedans aussi, là, vous pouvez trouver l'information. Là. Il y a 3 façons de recevoir les informations. Nous, ça envoie si on l'application, ça va envoyer des notifications. Après ça, ils ont les SMS, puis les courriels. Ils doivent cocher dans leur compte quelle sorte d'alerte qu'ils veulent avoir, seulement les alertes de mesures d'urgence ou toute autre alerte. Toute autre alerte, c'est là qu'on parle des alertes de la ville en cas d'eau, de travaux. Là. Mais mesures d'urgence, ça c'est vraiment comme la pandémie.